disait « toute vérité est paradoxale ». C'est une des phrases clés de ma vie. Britke, lucidne, ubojite rečenice, obojene ničeanskim paradoksom i razigranim humorom, donele su još u mladosti francuskom piscu Patricku Bessonu titulu najdarovitijeg autora svoje generacije. Rođen 1956. u Parizu, Patrick Besson sa 17 godina objavljuje svoju prvu knjigu, Mali ljubavni jadi. Piše romane, pripovetke, eseje i publicističke tekstove. Za roman Dara dobio je Grand Prix Francuske akademije, a za naslov Brabanovi prestižnu nagradu Renaudot. Više od 20 njegovih naslova objavljeno je kod nas. Među najpoznatijima su Julije i Isak, Puškinova smrt, Veština zavođenja, Srđan, Miloš i Milena, Hristov grob, ali reka će ubiti belog čoveka. Kao veliki prijatelj Srbije, sredinom 90. godina prošlog veka, Patrick Besson ustaje protiv maniheističkog mišljenja francuskih i svetskih medija i objavljuje esej protiv klevetnika Srbije, u kome ukazuje da istina nije uvek na strani jačeg, kao i brojne polemičke tekstove protiv jednoumlja evropske javnosti. U Srbiju je dolazio nebrojno puta, a tokom nedavnog boravka na sajmu knjiga u Beogradu predstavio je jedan od svojih novih naslova, Đoković odbija. Patrick, je ne sais pas si je dois vous dire bienvenue, parce que j'ai l'impression qu'à Belgrade, vous vous sentez comme chez vous. Oui, mais c'est un mélange des deux, en fait. Je me sens à la fois très loin et en même temps chez moi. Donc c'est ce mélange de deux sentiments très bizarres qui fait le charme de chacun de mes séjours, de mes nombreux séjours. D'où vient cette obsession ou cette fascination pour Belgrade? Et il y a une espèce de nostalgie qui n'est pas de la nostalgie, et une espèce de bonheur qui n'est pas du bonheur. C'est un sentiment ultra bizarre et incompréhensible. Donc à chaque fois, j'espère l'éclaircir et l'expliquer, mais en fait, ça n'arrive jamais. Donc je reviens pour comprendre et je comprends toujours pas. Voilà. Donc ça fait 32 ans que je comprends pas, c'est un peu long. Mais ça fait 30 ans, ça fait plus de 30 ans que vous venez à Belgrade. Oui, c'est ça, depuis 1990. Ouais. Donc c'était au siècle dernier, beaucoup de gens qui nous regardent n'étaient pas nés encore. Oui, donc vous regardez ces gens qui étaient bébés à l'époque. Voilà, alors à chaque fois que je vois quand je marche dans la rue et que je regarde des gens qui ont entre 20 et 30 ans, je me dis c'était des bébés les premières années où je suis venu à Belgrade. Alors ils ont tous l'air de vieux bébés chaque fois que je regarde. Mais c'est assez émouvant. Il a dit non. Renonçant aux 2 400 000 € de primes prévues pour le vainqueur de l'Open d'Australie. 155 millions déjà récoltés sur les cours par le serbo-monténégrin depuis son arrivée chez les professionnels. Il a dit non, soulevant d'indignation la presse espagnole qui célèbre Nadal, la presse anglo-saxonne qui vénère Murray, la presse francophone qui adore Federer. Novak, le non-vacciné, n'a pour lui que la presse serbe, dont un lecteur sur 2 s'est fait vacciner, de surcroît avec le vaccin chinois qui ne fonctionne pas, le vaccin russe qui marche mal. Voici Novak Djokovic, pour divers journalistes européens, cette Europe dont la Serbie ne fait pas encore partie, un Djokovic vacciné l'aiderait peut-être à y entrer, responsable du peu d'enthousiasme que les Serbes mettent à être piqués, donc fauteur de décès. La raison de cette visite à Belgrade, c'est votre livre Djokovic, Le refus. Alors, c'est une sorte d'essai, d'un essai littéraire, où il y a des éléments de la biographie de Djokovic, où il y a des petits éléments parsemés de votre autobiographie. Oui, parce que le tennis a joué un rôle important dans mon enfance et mon adolescence, ce qui m'a séparé de mon père. Pas avec un grand succès. J'étais très mauvais. Et ce qui l'exaspérait, c'est que mon demi-frère, Noël, dont il n'était pas le père, puisque le père de mon demi-frère était serbe. Et donc lui, il était super doué. Et ça énervait beaucoup mon père que ce soit son beau-fils qui soit doué pour le tennis qu'il adorait et que son fils soit nul au tennis, alors qu'il... Voilà. Alors, ça a été le drame de sa vie, je crois. Le déclic de ce livre, je pense que c'était l'impossibilité pour Novak de jouer à l'Open d'Australie en janvier 2022.
il a refusé de se vacciner. Il a dit non. En fait, c'est le résultat normal des 10 dernières années de la vie de Novak, où il a subi où il a pris soin de son corps d'une façon extrêmement disciplinée, avec tout un tas d'éléments nutritionnels, un certain type d'entraînement. Il a en quelque sorte sublimé son propre corps. Et il ne pouvait pas, dans ce corps sublimé, pour lequel il s'était donné tant de mal, il ne pouvait pas introduire un virus, un vaccin, parce que le vaccin, c'est le virus. Le fait de l'avoir refusé, ça veut dire qu'il a risqué sa carrière? Il savait très bien qu'en refusant le vaccin, il ne pourrait pas jouer non seulement en Australie, mais aux États-Unis, et surtout au moment où il en était de sa carrière, où il était sur le point de battre les records de Nadal et Federer. À ce moment-là, il abandonne tout parce qu'il ne peut pas physiquement, intellectuellement et humainement, il ne peut pas introduire dans son corps quelque chose de malsain, quelque chose qui n'est pas la perfection saine qui est la sienne à lui. En 1995, vous avez publié le livre contre les calomniateurs de la Serbie. Ce livre sur Djokovic pourrait aussi porter le titre contre les calomniateurs de Novak et de la Serbie. Est-ce que vous voyez là un cercle? Est-ce que vous faites un rond? Non, encore une fois, en parlant moi j'aurais défendu un numéro 1 mondial de tennis qui avait été belge ou irlandais ou sud-africain s'était trouvé dans la même situation, bon, je pense que j'aurais protesté de la même manière, mais peut-être que j'aurais pas fait un livre. Et surtout l'importance de Novak dans la vie quotidienne et politique de la Serbie. Donc c'est là où j'ai mieux compris l'hostilité et la violence avec laquelle on a réagi à ces... Parce que c'est une violence qui en fait on destinait au pays aussi, comme une revanche de toutes ces années où le pays s'était montré... grâce à Novak, bienveillant et doué et heureux. Donc il y a eu une vengeance de l'opinion mondiale contre la Serbie via Novak Djokovic. Oui, ça c'est évident, bien sûr. J'ai trompé mes 3 épouses et j'ai même trompé les femmes avec qui je les trompais. En amour, je n'ai jamais rien eu à ne pas me reprocher. Et soudain, je me suis étiré comme un chat russe après une sieste sur un poêle. Là où je me trouvais, personne ne pouvait, n'avait le droit de me le reprocher. J'étais dans mon droit à moi, seul et libre. Je goûte cette liberté dont j'ai payé le prix fort après ces semaines d'indignation et de désespoir. Zoé est descendue sur terre pour me faire découvrir l'amour, puis la liberté. Ces 2 dons fabuleux dont il faudra qu'un jour je la remercie, en lui dédiant ces pages dont je suis l'auteur et elle, la responsable. Récemment, votre nouveau roman est sorti et le titre est « Scène de ma vie privée ». Alors déjà, un titre intriguant, un titre qui promet. Ben oui, mais je voulais appeler ça « Scène de la vie privée ». Ouais, pourquoi ma vie privée? Oui, parce que je me suis rendu compte que Scène de la vie privée, c'était un titre qu'avait déjà emprunté Balzac. Ouais. Alors donc, j'ai beaucoup d'ambition, mais de là à me comparer avec Balzac, c'était difficile. Donc on a cherché un titre, L'un des titres, c'était les transports en commun, parce qu'en français classique, transport, c'est les émotions, l'amour, le désir, etc. Mais là, mon éditeur m'a dit transport, les gens vont croire que c'est une histoire d'autobus, de train ou de métro, alors... On a cherché, et puis j'ai dit scène de la vie privée, on changeait là par ma. Et voilà, c'est comme ça que... parce que c'est très proche d'ailleurs du livre. Hein. C'est un titre qui est extrêmement proche du sujet du livre. Vous mettez en scène 4 hommes âgés. Oui, âgés, oui, enfin on peut dire ça. Bien réussis dans leur vie, qui ont épousé des femmes beaucoup plus jeunes. Oui, c'est ça, ils ont tous épousé des femmes beaucoup plus jeunes, ce qui est très très fréquent. Hein. Oui, pourquoi? Pour des raisons... Parce qu'ils veulent retrouver les sentiments de leur jeunesse. Bah, exactement. Et en fait, ils découvrent leur vieillesse au lieu de retrouver leur jeunesse. Oui, c'est un livre aussi sur le vieillissement. Ouais, le vieillissement, l'affaiblissement,
Ouais, le désarroi, c'est un livre de rupture, hein, c'est l'histoire d'une rupture. Donc, tout le monde a vécu des ruptures et tout le monde sait à quel point elles font mal. Donc, moi, ça m'avait jamais tellement inquiété. J'avais subi des ruptures, mais je n'avais jamais eu l'idée d'en faire un livre. Et là, oui, finalement. Le narrateur et le héros principal est un écrivain. Oui. Et alors, qui est ce narrateur qui vous ressemble? Mais c'est pas du tout moi. Hein. C'est pas du tout vous? Il habite à Montmartre. Ouais. Il habite à Montmartre, mais tout près de vous, de chez vous? Oui, c'est ça. Il habite pas loin, mais c'est pas moi. De toute façon, à partir du moment où on prend la plume, on devient quelqu'un d'autre. Et les personnages se mettent eux-mêmes à vivre leur propre vie. Sinon, le livre n'existe pas, quoi. Donc chaque livre auquel l'auteur est arrivé au bout, quoi, c'est un livre de fiction. Même si c'est pas un livre de fiction. Votre héros, qui n'êtes pas vous, il a épousé une femme qui est beaucoup plus jeune que lui. Qui n'est pas ma femme. Qui n'est pas votre femme. Pourquoi cet amour ne pouvait pas durer? C'est ce qui est expliqué dans le livre, hein, parce qu'il y a une distance trop grande entre deux personnes. C'est pas une question d'âge. Ce qui en fait le charme au début d'une relation en fait le handicap au milieu et puis l'issue fatale à la fin. C'est un peu ce que j'essaie de raconter dans le livre. L'amour est un de vos grands thèmes. Alors, je dirais que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de roman. Mais ici, les sentiments que vous dépeignez sont plus forts, plus profonds. C'est votre livre avec le plus d'émotions. Oui, parce que, c'est un livre... Un matin, je me suis dit, si je n'écris pas un roman de cette histoire, je ne sais pas ce que je vais devenir. C'était vraiment un espèce de glissement psychologique vers le néant, en quelque sorte. Et donc, j'ai trouvé la parade, qui est la même parade utilisée par tous les auteurs. C'est-à-dire qu'un chagrin correspond à une œuvre. En fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça n'a pas été un livre très facile à écrire, mais plus ça va, plus les livres sont difficiles à écrire. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça devrait être le contraire. Plus un vieux chauffeur de taxi conduit mieux qu'un jeune chauffeur de taxi, par exemple. Et un vieux boulanger, il fait un meilleur pain que... là, c'est plus délicat, c'est plus difficile. On a parlé du vieillissement. Je dirais que vos 4 héros, ces 4 hommes, ils se sentent vieux. Plus ou moins. Mais ils ont beaucoup aimé leur jeunesse. Oui. Et parce que... Mais comme tout le monde. Hein. Oui, parce que dès qu'on accepte les belles choses qui arrivent dans la jeunesse, c'est aussi Andrich qui le dit, ça veut dire que vous acceptez la vie. Et alors... à l'âge mûr, vous devez accepter que les choses qui ne sont pas belles vous arrivent, que les choses difficiles vous arrivent. Alors du coup, vos héros, ils rejettent les règles de la vie. Exactement. Ils disent non, je vais être jeune pour toujours. J'ai une belle femme, elle est jeune. J'aimerais avoir une vie éternelle, non? Oui, mais c'est un sentiment assez commun, je crois, de ne pas accepter la réalité des choses pénibles. C'est quand même difficile d'accepter ce qui est pénible. Mais c'est difficile, surtout quand on a eu comme ces 4 personnages, quand on a eu une vie assez heureuse, assez pleine, assez solaire. Donc ils se retrouvent tout d'un coup, et ils espèrent retrouver dans leur jeune compagne quelque chose qu'ils sont en train de perdre, c'est-à-dire le plaisir, le désir, la désinvolture, la légèreté. Et dans une certaine mesure, ils le trouvent, hein, mais effectivement, ça ne dure qu'un petit moment. C'est sur le côté éphémère de ces relations-là que j'ai insisté dans mon roman. Je vous ai connu en 95 ou 96. Alors, vous aviez l'âge de 40 ans et vous vous disiez vieux. Ouais. Déjà là. Ah ouais. Peut-être que je suis vieux depuis très très longtemps. Dans mon premier roman, je disais que j'étais vieux aussi. Et comme je l'ai écrit à 16 ans, donc en fait j'aurais été vieux toute ma vie. Donc quelle est la différence entre cette vieillesse que vous sentiez dans l'âge jeune et ce sentiment que vous avez aujourd'hui à l'âge de 66 ans? Oui, c'est le même en fait. Donc vous n'avez pas vieilli? C'est super rusé ce que j'ai fait, oui. J'ai été vieux à 16 ans, comme ça, arrivé à 66 ans, je me sens pareil. Je me sens pas vieilli. Oui, c'est bien ça. C'est presque un sujet de livre. Hein. Oui. Il faudrait l'écrire.
J'ai déjà dit que votre grand thème est l'amour. Et la plupart du temps, l'amour dans vos romans se joue à 3 ou à 4. Ouais. Par exemple, Les Frères de la Consolation, qui est traduit chez nous comme Srđan, Miloš, Milena, est un livre où ces 3 jeunes, ils s'aiment, puis ils ne s'aiment pas, ils s'aiment de nouveau, ils ne s'aiment plus. Alors, comment décrire ce sentiment d'amour qui est tellement complexe, tellement insaisissable? Oui, j'ai remarqué d'ailleurs que dans mes romans, souvent, le narrateur ou le personnage principal, il shippait la femme de son ami ou de son frère. Pourquoi? Parce que, je sais pas. Comment est-ce que vous avez remarqué? En relisant, parce que quand j'écris, bon, je sais pas trop ce que j'écris, il faut que je relise après pour ça. Vous savez pas trop ce que vous écrivez? Non, on n'est pas vraiment conscient de tout quand on écrit un livre. Non, parce que c'est... Parce que le livre, il s'écrit un peu... Il y a un moment où le livre s'écrit lui-même. Et c'est seulement après, quand on l'a écrit, quand les années ont passé, qu'on peut le relire, on se rend compte des constantes, en tout cas, qu'il y a dans Balzac, par exemple, la constante, c'est le besoin d'argent. Dans Stendhal, la constante, c'est la vanité. Et bien, chez moi, la constante, c'est l'amour à 3 ou à 4. Vous trouvez que l'amour ne pourrait à pas 2, se jouer à 2? C'est pas assez, non. Non? Je sais pas. Pourquoi? Mais je sais pas, parce que je n'ai pas fait de psychanalyse, contrairement à Woody Allen, donc je non, peux pas vous répondre. Non, ce n'est pas une question de psychanalyse, c'est une question, disons, humaine. Mais j'ai pas d'exemple, même dans ma vie, où on a été 3. C'est pour ça que c'est bizarre de le retrouver comme ça, d'une façon presque permanente dans mes livres. Oui. C'est toujours, en tout cas, c'est toujours une fille qui change d'homme. Oui. C'est toujours une femme qui quitte pour retrouver quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est en même temps très fréquent. Les Frères de la Consolation est aussi une fresque culturelle, historique, sociale de la France, mais aussi de la Serbie au XIXe siècle. Oui, parce que c'était ma réponse littéraire. Bon, ça, c'était ma réponse contre les calomniateurs de la Serbie. C'était la réponse politique, mais la réponse littéraire, ça a été les Frères de la Consolation. Parce que j'avais envie que 3 Serbes, donc 2 hommes et une femme, qui sont cousins, arrivent à Paris et soient mêlés à la meilleure société parisienne. Donc on voit Victor Hugo, Gérard de Nerval, Georges Sand, Balzac. Balzac est là aussi l'un des voilà. héros. Et donc j'avais envie de mêler mes 3 personnages serbes dans le cénacle le plus fermé de la littérature française de tous les siècles, c'est-à-dire le mouvement romantique. Et voilà, c'était ma réponse à moi. Et alors, comme ils arrivent tout le temps dans les salons, ils sont tout le temps plus grands que les autres, parce que les grands écrivains français étaient tout petits. Et c'est vrai. Chateaubriand, il mesurait 1m48, par exemple. Puis quand mes personnages arrivent dans le salon, eux, c'est des Serbes, alors ils sont grands, quoi. Alors tout le monde les regarde comme ça. Et je crois que c'était ma réponse au fait que des gens voulaient exclure la Serbie de l'histoire littéraire ou de l'histoire mondiale du fait de la guerre. Ils se sont rendus tous les 3 à Paris, mais ils ont chacun ses désirs. Ils finiront tous dans les coins différents de la planète. Oui, ils seront séparés. Alors, ils se séparent. Donc, ils agissent d'une manière irrationnelle. Ils sont poussés par les pulsions. Et puis, vous aimez bien ces héros qui sont... où le comportement est dicté par les instincts. Par l'instinct, oui. Mais je pense en effet que plus que l'amour, c'est la passion qui m'intéresse. Parce que dans la passion, les gens, ou bien ils se révèlent, ou bien ils se brisent. Il arrive quand même quelque chose de plus fort. L'amour, bon, c'est un peu... D'ailleurs, en général, les romans d'amour sont écrits par des gens qui... Enfin, c'est plus souvent des romans de désamour qui sont de grands livres que des romans d'amour, quoi. Mes parents savaient mentir. Ils adoraient ça. Avec eux, impossible de connaître la vérité. Papa a longtemps prétendu que son grand-père était maréchal Ferrand avant que je ne découvre dans les mémoires du général Gallieni que Victor Emmanuel Brabant, 1812-1901, siégeait au Conseil d'État. Maman affirmait qu'elle était infirmière dans le corps expéditionnaire en Indochine quand elle avait rencontré papa,
version contestée par celui-ci qui prétendait qu'il s'était vu pour la première fois en gare de Chamonix, tous deux participant à l'animation de séjours en montagne pour le 3e âge. Quand papa avait une maîtresse et maman un amant, ce qui est beaucoup arrivé à une certaine époque, ils étaient incapables de se prendre sur le fait, tant ils avaient fabriqué leurs alibis mutuels avec soin. C'est peut-être ça qui a rendu Benito fou. Et si ma sœur, à 36 ans, n'avait pas trouvé de mari, n'était-ce pas parce qu'elle avait entendu trop de mensonges à la maison? La famille est un grand thème de la littérature mondiale. Et pourtant, la famille occupe chez vous une place un peu bizarre. Ah, mais elle n'occupe aucune place, ouais. Aucune place, mais il y a les romans, les Brabants, Ouais, mais... qui vous apportent le prix Renaudot, qui parle justement d'une famille excentrique et détraquée. Il y a le fils adoptif qui viole sa mère. Il y a la femme de 36 ans qui tombe amoureuse d'un délinquant. Ah oui, du pire salaud que la terre n'a jamais porté. Il y a le bébé farceur dont le père s'occupe. Et ils montent tous. Donc vous avez poussé l'absurde à l'extrême. Oui. Et vous l'avez fait exprès. Donc là, vous parlez de la famille. Ben, non, au départ, mon idée de départ, c'était qu'après avoir lu ce livre, personne n'aurait plus peur d'un gendre. Le gendre, c'est celui qui va épouser votre fille. Oui. Donc ça représente une menace pour tous les pères. Ils le prennent plus ou moins bien, il y en a qui le prennent très bien, puis d'autres très mal, et puis d'autres pas du tout. Et donc, je voulais qu'après avoir lu ce livre, où il y a le pire gendre du monde, le plus affreux, le voleur, menteur, assassin, enfin un monstre, quoi. Le gendre, c'était l'archétype du gendre mauvais. Et alors, après ça, normalement, mon lecteur n'aurait plus jamais peur d'un gendre. Mais les Brabants, ouais, j'ai vaguement le souvenir de comment je l'ai écrit. Comment l'avez-vous écrit? Je voulais écrire que des... Je m'étais dit, je vais faire que des scènes qui m'amusent moi. Je vais pas... normalement, quand on écrit un roman, on se dit, tiens, ça, il faut le raconter. Tiens, à ce moment-là, quand ils font cette promenade en voiture, il faut le raconter, etc. Et là, je voulais seulement raconter des scènes qui m'éclataient, quoi, que je trouvais trop drôles. La famille, ça veut dire quoi pour un écrivain? Comment est-ce que vous voyez le rôle de la famille dans nos vies? Ben justement, aucun. Enfin, moi, ma devise, ça a longtemps été ni travail, ni famille, ni patrie. Je dirais que vous avez passé votre vie en famille. J'ai quitté mes parents assez tôt, hein, et mes 3 épouses, je les ai vues, mais pas non plus tout le temps. Donc, je ne peux pas considérer que j'ai eu une vie de famille, justement. Il y a eu une apparence de famille, mais ça n'en était pas une. C'est peut-être ce qui a d'ailleurs fait l'échec de mes mariages, c'est que j'ai jamais réussi à me considérer comme le membre d'une famille ou d'une autre. J'ai fait des efforts, hein, parce que Pouchkine disait on ne trouve le bonheur que dans les voies communes. Et moi, je me suis dit, si Pouchkine l'a dit, c'est que ça doit être vrai. En fait, non. En fait, je ne pense pas que c'était une bonne idée pour moi de me forcer à être en famille. Ouais. Un écrivain, il a besoin de la solitude. Oui, c'est ce que disait Bukowski. Un écrivain a besoin de la solitude, de la solitude, de la solitude. Ouais, mais effectivement, à chaque fois, on a tendance à buter, quand on écrit des livres, dans la vie quotidienne, contre des gens qui ne supportent pas que vous soyez ailleurs la plupart du temps. Hein. Parce qu'en fait, quand quelqu'un écrit, il est vraiment ailleurs, il n'est pas là du tout, quoi. Il est vraiment dans un autre monde, un monde qu'il crée. Je voulais faire un roman une fois. C'est une femme se rend compte que son mari vit une vie imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, il vit avec cette femme, mais il a une autre vie où il est très heureux, où il a fait exactement les choses à son goût, où il a les enfants qu'il faut, où il a la voiture qui lui plaît. Et tout d'un coup, à force de petites enquêtes, sa femme se rend vraiment compte que son mari est fou, quoi. Mais j'ai jamais trouvé la fin, donc c'est pour ça que je peux pas écrire le livre pour l'instant.
On a beaucoup parlé d'amour, mais je n'ai pas dit que vous couvrez un large spectre des sujets. Dans Julius et Isaac, c'est l'histoire du communisme américain. Ça devait s'appeler Les communistes américains, d'ailleurs. J'aurais préféré, c'était un meilleur titre. Mais je sais pas, on a changé à cause de l'éditeur. Parce qu'à l'époque, vous étiez aussi communiste. Ouais, mais à l'époque où vous l'avez écrit, vous n'êtes plus. 2 ans, 2 ans et demi ici. Oui, mais aujourd'hui, vous dites un communiste non pratiquant. Voilà, comme un chrétien non pratiquant. C'est-à-dire que je vais pas à l'église du parti. Voilà. Je ne cotise pas au parti et tout ça. Alors, la statue du commandeur, c'est un hommage à la littérature et l'histoire russe du XIXe siècle, et peut-être un hommage à votre père. Non, parce qu'effectivement, Pouchkine, on l'imagine comme un personnage très ancien, un peu obscur, avec une grande barbe pour certains. Alors c'est un exemple de modernité, justement, dans les choix de ses sujets, dans sa façon de les traiter, dans la rapidité avec laquelle il écrit. Donc j'avais envie de présenter à mes lecteurs le vrai Pouchkine très vif, qui écrivait en français à sa fiancée, un Pouchkine cosmopolite qui n'est jamais sorti de Russie. Et puis La science de baiser, c'est un livre où vous nous amenez, où vous nous racontez la vie des anciens Grecs. Oui, parce qu'en fait, quand j'étais enfant et adolescent, un certain nombre de sujets et de pays me passionnaient. Mais il y a un instrument grâce auquel on voyage dans l'espace et dans le temps, c'est le stylo. Quand vous lisez un roman historique ou même des livres sur l'histoire, vous continuez d'être en dehors du livre. Vous apprenez des choses, mais vous n'êtes pas à l'intérieur. Mais quand vous prenez un stylo pour rentrer au 7e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, ou pour rentrer au 19e siècle en Russie, ou pour rentrer dans les années 1950 en Amérique, si vous avez un stylo, vous avez la clé pour votre véhicule qui va vous emmener vraiment dans ces périodes-là. Et comme ça, c'est moi ce qui m'a permis de vivre toutes ces vies, en fait, et grâce aux livres que j'écrivais sur ces gens. Si Dara aima beaucoup ce qu'elle vit de Paris au cours de ce premier trajet en autobus, elle eut un véritable coup de foudre pour la montagne Sainte-Geneviève, que je définirais à cette occasion comme une sorte d'anti-Buenos Aires. Un quartier aussi clos sur lui-même qu'un cercle de famille. Et puis Dara appréciait de dominer Paris. Vous savez qu'elle avait une prédilection pour tout ce qui se trouve en hauteur, couchettes de train, restaurants panoramiques, chambres de bonne ou autocars à Impérial. L'atavisme peut-être. Contre les invasions turques, l'une des rares défenses des Slaves du Sud fut longtemps de s'entasser dans de hautes tours, de bien refermer la porte derrière eux et d'attendre que ça se passe. La Serbie est en quelque sorte pour vous l'ex-Yougoslavie, ce qui reste de l'ex-Yougoslavie. Et votre mère, elle était croate. Ouais, et vous avez dédié un très beau livre à votre mère. Oui, c'était sur elle d'ailleurs. D'ailleurs, je lui avais demandé d'écrire 50 pages, qui sont la matrice, la source du roman, quoi. Et alors, elle avait pris ça très au sérieux, elle s'était mise dans mon ancienne chambre et elle avait... quand il y avait un mot qu'elle ne savait pas écrire, elle faisait un dessin. Ouais. Et mon père était un peu jaloux, il disait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors il l'appelait l'écrivain pour se moquer d'elle, c'est pas très gentil. Et donc, à partir de ce cahier, j'ai dessiné le scénario du roman et choisi sa forme. Et qui était en effet son histoire, mais améliorée, enfin, ou détériorée d'ailleurs, je ne sais pas trop. Et alors, donc je lui prêtais une aventure avec une femme. Alors ça elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente. D'autant qu'à ce moment-là, elle était à l'hôpital et le médecin, enfin, comme beaucoup de gens, était en train de lire mon livre. Et à chaque fois qu'il arrivait dans sa chambre, il lui disait « Ah bah alors, Madame Besson ?» Mais en fait, comme elle avait très bon caractère, elle ne se formalisait pas trop de ça. Dara raconte la vie des émigrés serbes et croates. Enfin, l'un des sujets de Dara, c'est comment une jeune croate qui part. Parce qu'elle est passionnée par la mode. Alors pour elle, la mode, c'est Paris. Mais Paris, c'est la ville où il y a plutôt des Serbes qui sont, à l'époque, francophones et francophiles surtout. Donc ceux qui ont fui le régime communiste se sont retrouvés plutôt à Paris.
Et donc elle s'est retrouvée un peu comme une croate au milieu de Serbes. Et ça s'est d'ailleurs très bien passé. C'est aussi votre cas. Vi ste Hrvat među Srbima. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, je me suis retrouvé dans une situation... Là, en plus, il y en a beaucoup plus qu'à Paris, des Serbes, là, à Belgrade. Il y en a beaucoup plus qu'à Paris à l'époque. Donc vous avez en quelque sorte grandi avec ces histoires ex-yougoslaves? Bah oui, c'est-à-dire que... Parce que vous avez fait de grandes recherches historiques sur ce qui s'est passé en Serbie, en Croatie, en ex-Yougoslavie, après la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez très bien l'histoire serbe. Oui, c'est un peu normal de connaître l'histoire du pays qu'on s'intéresse. Ouais. C'est un peu... Mais en effet, elle n'était pas du tout... Enfin, elle s'est très bien entendue avec les Serbes au point qu'elle a fait un enfant avec. Alors, elle a longtemps prétendu que c'était le fils du maire de Belgrade, le père. Oh. Mais quand il a appris qu'elle était enceinte, il lui a dit, mais on va s'en aller en Argentine et on va vivre ensemble avec l'enfant, etc. Parce qu'il ne voulait pas rester à Paris, lui, il s'ennuyait, ou je sais pas, il a des problèmes avec la justice. Donc elle est très fière, elle est intelligente, elle est belle, elle n'est pas très éduquée, mais elle a un grand cœur. Elle a mené une vie difficile et pénible. Son seul luxe est de pouvoir dire non. C'est ce que vous avez aussi aimé chez Novak, et c'est les Serbes, dire non. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent non, hein, pas seulement les Serbes, mais les Serbes le disent plus souvent, peut-être. La Serbie est le nouveau ghetto de Varsovie. Le monde lâche ou indifférent la regarde résister avec désespoir au soviéto-fascisme maastrichtien, mélange d'ultralibéralisme économique et d'ultra-puritanisme social, moral et esthétique. Dans l'Europe dite démocratique de Bruxelles, toutes les valeurs hitlériennes ont triomphé. Culte du travail, de l'obéissance, de la famille, du sport, du groupe, de la bonne santé et du Deutschmark. Amour de la farce et haine de l'humour. Goût pour la sagesse et froid devant la pensée. Galanterie sexiste envers les femmes, goujaterie raciste envers les hommes. Pendant le bombardement de la Serbie, vous vous êtes rendu à Belgrade. Une fois pour le Paris Match, une fois pour le Figaro Magazine. Ouais. Après le bombardement, on a publié le journal serbe de Patrick Besson, où il y a des textes sur ce jour à Belgrade, mais il y a aussi des textes sur l'Europe. Oui, j'étais très très fâché contre l'Europe à l'époque. Vous parlez de l'Europe dite, entre guillemets, démocratique, et vous parlez des valeurs hitlériennes qui ont triomphé. Oui, alors, cette phrase est écrite en 1999. Oui. Alors, est-ce qu'elle vous semble actuelle? Et en fait, j'avais l'idée d'écrire un roman sur Hitler. En faisant des études sur le nazisme, je me suis rendu compte que les valeurs du nazisme, c'était celles qui étaient relativement prônées, c'est-à-dire le travail, le sport, la concurrence. Il y avait beaucoup de choses dans le nazisme qui étaient très proches de l'idéologie libérale, je dirais, actuelle. Alors, ça m'a en effet fait un choc quand j'ai découvert ça. Je me suis dit, merde, on vit sous Hitler, c'est pas marrant. Alors, comment est-ce que vous voyez notre temps? Bah, moi, ce qui me frappe, c'est l'uniformité, quoi. Pas seulement, enfin, bon, que tout le monde porte un téléphone, que tout le monde s'habille de la même manière, que dès qu'une pensée un peu originale ou bizarre ou simplement personnelle de quelqu'un apparaît, aussitôt, c'est l'halali dans les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est une espèce de surveillance généralisée de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde surveille tout le monde, tout le temps. Donc c'est ce qui nous donne, à mon avis, ce sentiment d'étouffement qu'on peut avoir. Et je ne sais pas quel impact ça aura sur les générations futures. Nous, on a encore des défenses, je dirais, qu'on a acquises à travers nos études ou notre création ou notre travail. Mais sur des adolescents qui aujourd'hui arrivent à la vie intellectuelle adulte, quels auraient été les dégâts provoqués par justement cette prolifération de surveillance qu'ils s'imposent eux-mêmes en plus. On est son propre... C'est un peu comme pendant
le confinement, on est son propre geôlier. C'est-à-dire qu'on s'interdit soi-même de penser, du coup, parce que si on pense, on va se retrouver accusé. Donc, on va arriver progressivement, c'est ce qui me fait le plus peur, à la disparition de la pensée, quoi. Puisque la pensée, c'est la pensée personnelle. Ce n'est pas la pensée toute seule. La pensée, c'est la pensée de quelqu'un, c'est la pensée de tout le monde qui est quelqu'un. Et voilà. Ça, si ça se disparaît après, je ne sais pas. Après... Votre métier, comment est-ce que vous le voyez? Vous dites que votre métier ressemble à celui des prostituées. Oui. Ah, il y a très longtemps, j'ai dit ça, oui, mais c'était un bon mot. Mais est-ce que vous oui, êtes on toujours... se met tout nu devant quelqu'un pour lui faire plaisir. Pour de l'argent. Oui, ouais. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Vous me le rappelez, mais j'avais oublié cette phrase. Vous avez oublié cette phrase? Non, moi, mais alors, donnez-moi une autre phrase. Je suis quelqu'un de très, très ordonné dans la vie, quoi, dans mon appartement, dans les chambres d'hôtel, etc. Il n'y a qu'un moment où je suis dans un bordel complet, c'est quand j'écris. Ça, parce que tout le manuscrit est désossé, il y a les livres dont je me sers si j'ai des recherches à faire. Et alors là, le désordre ne me dérange pas du tout. Pendant 4-5 heures, je suis dans un désordre et je suis très, très heureux dans mon désordre. Quand on écrit, il y a vraiment une espèce de catastrophe permanente de l'ordre. On change les phrases sans arrêt. C'est pour ça que souvent, on me reproche de changer l'heure des rendez-vous, on me reproche de changer le lieu du rendez-vous, et puis finalement d'annuler, puis de reprendre... Mais ça, c'est à force d'écrire. Parce que quand on écrit, on change tout le temps. On change l'ordre des phrases, on change l'ordre des mots, on change l'ordre des chapitres. C'est un manuscrit, enfin un roman, c'est le monde du changement permanent. Donc après, on a tendance dans la vie à faire des ratures, comme on les fait sur son manuscrit, en disant « Ah ben non, là, j'irai pas, ben non, là, oui. » Alors ça rend la vie avec un écrivain relativement pénible pour les gens.